Parcourez la France. Elle est belle, elle est riche. Et pourtant, la misère existe. Elle est là, présente, et bien davantage qu'il y a 10 ans. Chômeurs en fin de droit, jeunes dans l'impossibilité de trouver un premier emploi, femmes seules, obligées de travailler et qui ne trouvent rien. Personnes âgées, abandonnées à leur solitude. Et pourtant, les Français savent se montrer généreux lorsqu'on fait appel à eux. Mais ça ne suffit pas. Ces douloureux problèmes exigent d'autres solutions. Tous les candidats font des promesses. Encore faut-il pouvoir les tenir, en avoir la volonté, en avoir aussi les moyens. Raymond Barre, lui, propose des solutions. Il fera ce qu'il dit, parce qu'avec lui, l'économie de la France sera plus forte. Plus riche, la France saura partager ses richesses, parce que Raymond Barre est un homme de cœur. Avec lui, j'en suis sûr, la pauvreté reculera, la sécurité sociale sera préservée, les Français seront plus solidaires parce que plus unis. Puissante, la France pourra aider davantage le tiers-monde et entraîner nos partenaires européens dans un vaste mouvement de solidarité. Renforcer la solidarité nationale. Voilà un grand objectif pour les prochaines années. La société de liberté que nous voulons a besoin de solidarité parce qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de protection sociale contre les grands risques de la vie. Notre économie est en mutation. Beaucoup de Français connaissent des épreuves. Ils doivent pouvoir les surmonter grâce à la solidarité nationale. Nous recherchons la compétitivité et l'efficacité. Comment pourrions-nous les atteindre s'il n'y a pas solidarité entre les acteurs de la vie économique et sociale? Madame, sur ce sujet important, vous avez bien voulu accepter de m'interroger et je vous en remercie. Alors les premiers auxquels on pense quand on parle de solidarité sont ceux qui sont sortis du circuit économique, les retraités. On va écouter 2 témoignages et vous allez voir, ça ne va pas très bien. Moi, je dispose que d'une petite retraite. Mais là, c'est bloqué pour le moment. C'est un problème parce que comme il y a beaucoup de chômeurs, comme il y a beaucoup de personnes à la pré-retraite ou tout ça, eh bien, il y a de moins en moins de personnes qui cotisent. Et je crois que ça va poser un problème à tout le monde. Pour l'importance du travail que j'ai effectué, je trouve que la retraite n'est pas suffisante en proportion de ce que j'ai pu verser tout au long de ma carrière. Il va falloir trouver une autre solution, je crois, mais enfin, c'est pas à moi de le dire. C'est à nos, comment dirais-je, nos élus de s'en occuper. Voilà qui vous est demandé très gentiment. Comment on peut faire pour avoir une meilleure retraite? J'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas assez. C'est ça qu'elle dit, la dame. Il y a un problème de financement des retraites. Les ressources financières ne sont pas suffisantes. Par conséquent, le premier objectif déjà ambitieux que l'on doit se fixer, c'est maintenir le pouvoir d'achat des retraites. Si l'économie française va mieux, si la France se renforce, on pourra augmenter les retraites. Et personnellement, j'ai assuré entre 1976 et 1981 le doublement du minimum vieillesse. Il y a d'autres mesures à prendre. S'il n'y a pas de ressources financières suffisantes dans l'immédiat, on peut recourir à la formule préconisée par la commission des sages sur la sécurité sociale, un prélèvement proportionnel sur tous les revenus. J'y suis personnellement favorable. Et puis on peut conseiller à ceux qui vont prendre leur retraite de prolonger la durée du travail. Aujourd'hui, la retraite est à 60 ans. Si tout le monde prend sa retraite à 60 ans, le problème deviendra de plus en plus difficile dans les années à venir. Vous pensez qu'on doit changer l'âge de la retraite? Il ne faut pas changer l'âge de la retraite. Mais il faut inciter ceux qui arrivent à l'âge de 60 ans à poursuivre, s'ils le désirent, leur activité, au besoin en leur donnant des avantages supplémentaires sous forme de points qui permettent d'augmenter le montant de leur retraite. Et puis il faut demander aux jeunes, à ceux qui aujourd'hui sont en train de se constituer une retraite pour l'avenir, de ne pas se contenter simplement des systèmes existants que l'on appelle les systèmes de répartition, mais de développer par leur épargne des systèmes de capitalisation. Je crois que de cette façon-là, on pourra faire face au problème de la retraite. Mais pour les fins de droit,
qui est une situation véritablement dramatique. Je crois qu'une mesure immédiate doit être prise dès que l'élection présidentielle sera terminée, c'est apporter une aide financière personnalisée à ces hommes et à ces femmes qui n'ont plus de moyens de subsistance convenables. Il ne faut pas bien sûr transformer leur situation en situation d'assistés. Il faut que l'aide qui leur est accordée leur permette de retrouver leur liberté, leur autonomie, avoir une contrepartie sous forme de formation ou d'activité. Et je crois que de cette façon-là, on pourra leur rendre leur dignité. Alors vous avez souhaité parler de la solitude. On va écouter 2 témoignages. La solitude, c'est bien pénible, très pénible. Quand vous rentrez chez vous, quand on a eu une compagne pendant de longues années, qu'elle a disparu, on trouve des problèmes, des sérieux problèmes. Et pour pas penser, on va se coucher de bonne heure, pour oublier tout cela. Ou alors je prends un livre et je lis dans mon lit. Voilà. Ce qu'il faudrait, ce serait de leur faire des maisons où ils acceptent d'aller. Mais alors qu'ils soient des maisons accueillantes. Vous pensez vraiment que la solitude, c'est le problème des gouvernements? Ce n'est pas le problème des gouvernements, c'est un problème de société. La population française vieillit, la solitude s'accroît. Mais nous avons, pendant les années de prospérité, pris des habitudes qui sont individualistes et égoïstes. Vous voyez par exemple des personnes âgées qui meurent. Et elles vivent seules chez elles. Ce n'est que quelques jours après qu'on découvre qu'elles sont mortes, qu'on découvre leur corps. Les voisins ne se sont pas souciés de ce qui arrivait à des personnes qu'ils rencontrent notamment tous les jours. Alors que peut faire l'État contre ça? L'État ne peut rien faire directement parce qu'il ne va pas mettre de bons sentiments, des sentiments d'altruisme dans le cœur des individus. Mais il y a des gens altruistes, il y a des gens qui sont généreux, il y a des associations qui se développent aujourd'hui pour lutter contre la solitude de ces personnes qui, surtout dans les grandes villes, mènent une vie de plus en plus pénible. Eh bien, l'État peut très bien les aider cette vie associative. Et je crois que c'est par ce moyen-là qu'il peut apporter sa contribution à ce qu'il y ait plus de générosité et de dévouement dans notre société. Alors quand on parle de la retraite, quand on parle de la vieillesse, on pense immédiatement à la sécurité sociale. Laquelle sécurité sociale, tout le monde le dit, tout le monde le sait, est très malade. On va d'ailleurs entendre là-dessus un témoignage d'expert, c'est celui de l'homme qui en a la charge actuellement. En tant que secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale depuis 2 ans, je puis vous dire que dans les toutes prochaines années, la sécurité sociale va connaître des difficultés financières considérables, notamment au niveau de l'assurance vieillesse, avec un déficit qui risque de s'accroître au rythme de 10 milliards de francs par an. Cela se comprend aisément. Il y a chaque année 300 000 retraités de plus qui vont faire valoir leurs droits alors que le nombre de cotisants stagne, notamment à cause du chômage. Alors là, il n'y a pas 50 solutions. Ou bien on change le système de sécurité sociale, ou bien on bouche le trou. Vous savez bien qu'on ne changera pas le système. Les Français y sont très attachés. Ah non, les Français y sont très attachés. Et je crois qu'on peut faire fonctionner le système si on prend un certain nombre de mesures. Nous venons de parler des problèmes de la retraite. Nous avons vu qu'on pouvait trouver des ressources immédiates et que l'on pouvait mettre en œuvre des moyens qui permettraient à terme de financer les retraites. Bien. Le problème des allocations familiales, deuxième branche de la sécurité sociale, ne soulève pas à l'heure actuelle de grandes difficultés. Il y a l'assurance maladie. Pour l'assurance maladie, nous savons bien qu'il faut discipliner la consommation médicale, si l'on peut dire. Et ceci ne peut se faire que si les acteurs du système assument plus de responsabilités, qu'il s'agisse des malades ou qu'il s'agisse des médecins. Nous savons bien que la gestion hospitalière doit être réformée, que l'on pourra faire des économies dans ce domaine. Et nous savons par ailleurs qu'il y a des financements supplémentaires qui devront être consentis. Pas du tout en augmentant les cotisations des entreprises qui payent déjà beaucoup et qui ne peuvent pas payer davantage si elles veulent rester compétitives. Mais tout en ne sacrifiant pas le principe de la solidarité,
tout en ne substituant pas l'assurance à la solidarité, il peut y avoir des rectifications de frontières. Et pour un certain nombre de risques, il est possible de s'adresser par financement complémentaire à des mutuelles ou à des compagnies d'assurance. Alors, il y a des milliers de Français que vos paroles ne peuvent même pas atteindre pour l'excellente raison qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, qu'ils n'ont plus rien. On les appelle les nouveaux pauvres. C'est quand même très inquiétant et franchement choquant dans un pays comme le nôtre. Ce sont les Français du quart-monde. Ces Français, environ 500 000, qui n'ont aucune couverture sociale. Il faut qu'ils puissent obtenir une assurance individuelle. Parfois, ils n'ont pas les droits nécessaires pour contracter cette assurance. Ils n'ont pas l'argent pour payer. Il est donc nécessaire de leur reconnaître des droits supposés et de dégager des ressources provenant de la solidarité nationale qui permettront d'assurer la couverture sociale de ces Français. Quand on parle de la difficulté qu'il y a à financer les retraites et la sécurité sociale, on dit qu'il n'y a pas assez de cotisants. Et il n'y a pas assez de cotisants tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de Français, il n'y a pas assez de jeunes Français. Il en faudrait 3, on va voir pourquoi ils n'en font pas 3. À cause du troisième enfant, ma femme a arrêté de travailler. Avec un troisième enfant, je serais obligée de quitter mon travail. Moi, avec le salaire que je fais, non, c'est hors de question. C'est même pas... Si, bien sûr, on y a déjà pensé à avoir 3 enfants. Mais maintenant, c'est tout bien réfléchi, hors de question. J'ai 3 enfants, 7 ans, 4 ans et 9 mois. Les allocations familiales, j'ai eu droit à la prime de congé parental, mais c'est pas suffisant, ça ne remplace pas un salaire. Donc je suis obligée de retourner travailler. Vous pensez que les Français sont égoïstes et qu'il faudrait qu'ils se dévouent pour faire un troisième enfant parce que ça leur pose quand même pas mal de problèmes? Oui, ils ont des problèmes et il faut les aider à résoudre ces problèmes. Évidemment, c'est un problème de société. Par exemple, l'organisation du travail. Ce n'est pas à l'État de modifier les conditions d'organisation du travail. Dans les autres pays, il y a le temps partiel, il y a les horaires flexibles. L'État a déjà fait voter des lois sur le temps partiel. Encore faut-il que les entreprises acceptent de l'appliquer. Par ailleurs, les questions qui sont soulevées par la naissance du troisième enfant ne sont pas seulement des questions financières. Il y a par exemple le problème du logement. Ce que l'État peut faire, à mon sens... Il ne peut pas faire les enfants, alors? Non, mais l'État ne peut jamais faire. Je crois qu'il faut comprendre que l'État doit faire, même les enfants. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut donner des moyens supplémentaires aux familles qui ont un troisième enfant et plus. J'ai proposé le doublement de l'allocation parentale d'éducation dont parle cette jeune femme. Question qui va financer ça. Sur 3 ans. On peut apporter là une aide financière intéressante. Ou bien, pour certaines femmes qui veulent avoir des enfants plus rapprochés, on peut maintenir le montant de l'allocation parentale, mais étendre le versement de cette allocation sur une période de 6 ans. Et laisser la femme, en fonction, je dirais, de sa stratégie maternelle, choisir la formule qui lui convient le mieux. Vous pensez que le temps partiel ou le mi-temps est une bonne réponse à la période d'éducation des enfants pour les femmes? Parce que ça ne dure quand même pas toute la vie, l'éducation. Dans les autres pays, le temps partiel et les horaires flexibles sont plus largement pratiqués que chez nous. Et je crois qu'une amélioration des conditions de travail favoriserait cette possibilité pour la femme de concilier son désir de vie de famille, son désir d'avoir des enfants et son aspiration à travailler. La solidarité, est-ce vraiment l'objet de loi? Est-ce que c'est à l'État d'organiser la solidarité? Non, madame, l'État ne peut pas organiser la solidarité. La solidarité, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème de société, un problème de conscience sociale. Nos sociétés, qui ont été des sociétés de prospérité, ont été égoïstes, très individualistes. Aujourd'hui, dans la crise, dans le malheur, on redécouvre l'importance de la solidarité. Ce que l'État doit faire, c'est aider ceux qui contribuent à cette prise de conscience et ceux qui permettent de développer cette prise de conscience. L'État doit les aider. En un mot, l'État doit encourager tous ceux qui veulent mettre un peu plus de chaleur humaine dans notre société.